Alors aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire qui était sur l'allocation, plutôt choisir sur des sociétés à dividendes ou plutôt des sociétés de croissance. C'est un peu un débat qui est sans fin et pour cause, il n'a pas de réponse finale, de réponse noir ou blanc, 1 ou 0, tout simplement parce que ça dépend d'énormément de choses. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire le débat dividende ou croissance, mais essayer de répondre un petit peu à cette question qui était: je voudrais voir s'il existe une allocation ou une stratégie qui consisterait à investir dans des sociétés à dividendes pour que, une fois que je touche mes dividendes, je puisse les investir dans justement des sociétés de croissance pour que elles-mêmes puissent continuer à perdurer et à faire augmenter mon capital. Est-ce que c'est une stratégie qui est viable? Oui, non. Quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients? Et pour qui est-elle plus ou moins adaptée? Tout simplement parce qu'on comprend bien que ce n'est pas adapté pour tout le monde, de tout âge, en tout temps, en tout lieu, dans n'importe quel pays, avec n'importe quelle fiscalité. Alors déjà, il faut bien comprendre deux choses sur une société à dividende. On va se mettre comme ça. Sur une société à dividende, si une société verse du dividende, donc ça veut dire que sur la part des bénéfices qu'elle fait, donc on va se mettre ici, elle a son chiffre d'affaires sur lequel après elle vient enlever une partie des charges, qu'elle vient enlever le réinvestissement, etc. blablabla. Et à la fin, il vous reste par exemple le bénéfice net. Donc le bénéfice net ici qui est en vert, on ne va pas comparer free cash flow, bénéfice net, on va faire simple pour l'exemple. C'est l'argent que gagne la société. Elle a le choix ici, cet argent qu'elle a gagné, qu'elle a en plus de l'année dernière, de faire plusieurs choses. Elle peut le réinvestir dans son activité à elle, celle-là, celle qui est ici, tout simplement parce que ça marche très fort, donc elle peut faire ça. Si jamais elle a déjà d'énormes parts de marché et que la croissance dans ce domaine-là est compliquée, voire difficile, elle ne va pas s'orienter vers là, tout simplement parce que si vous injectez des milliards et que vous avez déjà 90-95% des parts de marché, ou alors que avec tous vos concurrents, vous avez 95% des parts de marché, injecter des milliards pour aller gagner 5% ou 3% des parts de marché, ça ne vaut peut-être pas le coup. Ça sera peut-être beaucoup d'argent investi pour très peu gagner. Il vaut peut-être mieux à ce moment-là racheter un concurrent. Si vous rachetez un concurrent, alors oui, peut-être que, alors il faut qu'il y ait un concurrent qui soit à bas prix, il faut qu'il y ait des perspectives de croissance plus tard, sinon vous avez juste racheté une entreprise et vous attendez que l'argent qu'elle vous génère à chaque fois vous redonne de l'argent, mais globalement, ou vous rachetez une société, donc à voir si vous pouvez du coup gagner plus de parts de marché, puisqu'une fois que vous aurez avalé un concurrent, vous aurez beaucoup plus de parts de marché, ou bien vous rachetez vos propres actions, tout simplement parce que vous estimez que votre société est encore sous-évaluée, qu'il y a encore de la croissance qui va se faire dans les prochaines années parce qu'on va optimiser les marges, etc., etc. Et enfin, en dernier lieu, si jamais tous les réinvestissements possibles de croissance, d'amélioration, d'optimisation ne sont pas possibles, alors vous versez un dividende tout simplement parce que vous ne savez plus quoi faire de cet argent et plutôt que de garder une trésorerie qui monte toute seule sans jamais rien avoir à en faire, puisqu'on l'a vu, les solutions précédentes, les possibilités précédentes sont pour l'instant impossibles, inenvisageables, alors vous versez un dividende. On comprend déjà que, d'une part, les sociétés qui versent des dividendes, c'est souvent des sociétés qui n'ont plus tant que ça de perspective de croissance. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'elles n'ont pas eu cette année-là et l'année dernière, il n'y aura jamais de perspective de croissance, mais que globalement, c'est quand même relativement restreint et limité, puisque si les trois solutions ne sont pas bonnes, ne peuvent pas vous donner des perspectives de croissance, alors c'est quand même que vous êtes plutôt sur une entreprise mature, je ne vais pas dire en fin de vie, mais quand même mature, avec une croissance relativement limitée. Ce sera une croissance plutôt faible, stable, mais relativement faible. Donc bien souvent déjà, les sociétés qui versent un dividende ont une croissance non pas limitée fortement, mais quand même un petit peu, on n'est plus dans la forte croissance, la start-up, on est plutôt sur une entreprise mature qui commence à voir que la croissance ne va pas être infinie et elle ne double pas tous les ans. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas croître, que la société ne va pas croître, mais globalement, c'est quand même un premier signe. Et dans ça, il faut distinguer la différence entre le petit dividende, je vais mettre moins, et le gros dividende. Le petit dividende, vous avez des sociétés comme Apple, comme Google, comme plein d'autres sociétés qui versent un petit dividende tout simplement parce que ce qu'on a dit là est vrai, elles n'ont pas de perspective tout de suite, mais elles gardent quand même du cash tout simplement parce qu'elles rachètent leurs propres actions quand le cours sera relativement bas ou elles sont prêtes à dégainer pour acheter un concurrent, une autre usine, peu importe, des autres serveurs, une nouvelle technologie qui arriverait comme par exemple ChatGPT, peu importe, elles gardent du cash pour le faire, mais elles savent que même si elles gardent une bonne trésorerie sous le coude, elles peuvent se permettre de verser un petit dividende tout simplement parce que, ça va permettre d'avoir des investisseurs qui vont rester plus longtemps, puisque on le sait, quand un cours de bourse chute, si la société verse des dividendes, alors il y a beaucoup plus d'investisseurs qui restent,
Tout simplement parce que des fois, vous avez des grosses fortunes, des gros patrimoines, et même si le cours descend, tant qu'ils ne l'ont pas vendu, ils n'ont pas perdu, mais les dividendes continuent de tomber, donc ils ont juste à attendre 2, 3, 5, 10 ans de plus pour que le cours, le gros capital revienne et qu'ils puissent éventuellement revendre. Mais en général, ce genre de société ou ce genre d'investisseur qui est multimillionnaire ou multimilliardaire n'a que faire de faire x2 de passer de 10 milliards à 20 milliards. Il vit plutôt des dividendes et sait que si un jour il a réellement besoin, il pourra vendre son capital pour un très gros investissement. Mais en attendant, ce qui l'intéresse lui, c'est plutôt un versement stable et régulier de dividendes. Et les sociétés qui versent un énorme dividende, un très gros dividende, avec des rendements des fois de 10, 15, 20%, oui, ça s'est déjà vu et il y en a même encore en ce moment dans la cote française, vous avez des sociétés qui sont souvent en fin de vie, tout simplement parce que quand on peut se permettre de verser 10 ou 20% de rendement, et bien souvent ces sociétés-là ont un payout ratio, c'est-à-dire le ratio entre ce qu'elles gagnent, ce qui leur reste à la fin ici, et ce qu'elles versent de 60-70%. Ça veut dire que 70% du carré vert ici, donc le carré rouge que je suis en train de dessiner, 70% est reversé sous forme de dividendes. On comprend bien qu'il ne reste plus énormément pour pouvoir subvenir ou à un imprévu de la société si jamais la société ne vend pas aussi bien les 2-3 prochaines années, ou pour réinvestir, ou pour quoi que ce soit d'autre. Donc, les sociétés qui ont des énormes rendements comme ça, souvent ont une très faible croissance. Et donc, même si vous avez un rendement de 10% sur le cours de l'action, si elle verse la quasi-intégralité de ce qu'elle gagne dans les dividendes, il n'y a absolument aucun intérêt. Si vous mettez 10 000 euros sur une société, on va le mettre là, qui vous verse 10%, très bien, donc vous gagnez 1000 euros par an, mais que cette société, on va dire, a une croissance, on va se mettre là, elle a une croissance d'environ 2% ou 3% par an, donc une croissance faible, mais comme elle est en fin de vie et qu'elle n'a absolument aucune perspective d'avenir, elle reverse absolument tout ce qu'elle gagne en dividendes, ce qui est logique. Au bout d'un moment, quand on n'a plus de croissance, qu'on est un peu en fin de vie, ça ne sert à rien de s'accrocher et de faire gonfler la trésorerie pour rien, autant le reverser aux actionnaires. Si vous avez du 2-3%, on va dire que ça combat pile poil le taux de l'inflation, admettons pour l'exemple, ce qui veut dire que en année 1 ou en année 10, à la fin, la valeur de l'entreprise est la même, puisque si chaque année elle fait plus de 3%, mais que l'inflation est de 2-3%, la valeur de la société n'a pas bougé. Si vous gagnez tous les ans, au lieu de 100 euros, vous gagnez 102, puis plus 2%, puis plus 2%, puis plus 2%, à la fin, au bout de quelques années, vous gagnez peut-être 150 euros, mais si le coût de la vie est passé de 100 à 150 euros, techniquement, votre pouvoir d'achat n'a pas bougé. Et bien ici, c'est identique. On va considérer qu'on a une société à croissance très très lente de 2-3%. Donc, la valeur de la société ne change pas et elle verse chaque année 10%. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, vous avez récupéré, donc vous avez l'année 1, l'année 2, l'année 3, etc. et l'année 10, vous avez récupéré vos 10 000 euros. Très bien. Et admettons que durant toutes ces années, l'année 1, vous touchez 1000 euros, vous investissez dans ce qu'on avait dit, les actions de croissance. Vous investissez 1000 euros. L'année 2, 1000 euros également. L'année 3, 1000 euros également. Pourquoi ne pas avoir directement versé les 10 000 euros dans l'action de croissance, puisque de toute manière, au bout de 10 ans, vous aurez récupéré vos 1000 euros et la société n'aura absolument rien fait. Alors oui, vous aurez encore vos actions qui continueront de verser un dividende au bout d'encore 1, 2, 3, 4, 5 années supplémentaires, mais il ne faut pas que la société à aucun moment ait descendu en valeur, qu'elle n'ait pas eu un coup de mou, puisqu'on le rappelle ici, là, elle n'a quasiment rien pour faire face, donc elle est un peu sous la forme du déclin, en tout cas du mature, voire déclin, donc il se peut que dans 10 ans, elle ne soit plus là. Et même si elle tient 15 ans, oui, vous aurez gagné ici sur quelques années, mais votre argent, au lieu d'avoir travaillé d'un coup dans la société de croissance qui, elle, grandit très fort, vous aurez injecté petit bout par petit bout, et finalement, vous n'aurez pas eu l'énorme coût de capital que vous auriez pu investir. Si vous étiez ici dans la société de croissance, et admettons une société de croissance qui a une croissance phénoménale, au lieu d'investir 1000 ici, puis 1000 au bout de quelques années, etc., et qu'il vous aura fallu 10 ans pour investir 10 000 euros, pourquoi ne pas avoir investi 3 000 ou 4 000 d'un coup, 3 ou 4 000 d'un coup, et en 2-3 ans, c'était fait, vous aviez votre capital qui travaillait. Donc, si vous avez un petit portefeuille, il n'y a absolument aucun intérêt à avoir une société avec un fort rendement en dividendes, dans lequel vous investissez un petit patrimoine sur lequel vous ne pouvez pas vivre, pour finalement en tirer un fonds de roulement avec lequel vous allez pouvoir réinvestir dans des sociétés de croissance qui, elles, ont pour but que dans des années, beaucoup d'années, plus tard, évidemment, puisque souvent ces sociétés ont un PER qui est relativement élevé, donc il faut attendre bien 10, 15, 20 ans avant d'avoir un vrai retour sur investissement, un vrai grossissement de capital et de pouvoir se dire, ça y est, j'ai un joli pactole, alors ou de pouvoir en vivre ou de pouvoir vous faire un gros plaisir, mais dans tous les cas, avant que ça devienne significatif, on va dire qu'il faut 2 décennies. Quel intérêt de mettre en petits bouts sur 10 ans pour finalement espérer qu'au bout de 20,
vous ayez votre gros capital. Autant commencer à l'année 1 et 2 et injecter directement ces 10 000 euros pour faire travailler le capital. Surtout qu'ici, on n'a absolument pas compté les éventuels impôts et retenus à la source, puisque si vous êtes par exemple taxé sur la flat tax, vous n'injectez pas à chaque fois 1 000 euros, mais 700. Vous perdez donc à chaque fois 300 euros et vous les investissez année après année, ce qui fait que les 700 euros ici, au bout de 10 ans, n'ont absolument pas la même valeur que 700 euros 10 ans avant. On le sait tous, l'inflation grignote les pouvoirs d'achat et on le sait, il y a plusieurs années, une place de cinéma ne coûtait pas le même prix en euros qu'aujourd'hui. Il y a 10, 20, 30 ans, une voiture ne coûtait pas la même chose en équivalent euros qu'aujourd'hui. Tout coûte plus cher ou votre euro a moins de valeur, a moins de force, c'est vous qui voyez, dans les deux cas c'est la même chose, votre pouvoir d'achat diminue et 700 euros dans 10 ans ne valent pas 700 euros d'aujourd'hui. Vous avez donc perdu en pouvoir d'achat à injecter sur plusieurs années, vous n'avez donc pas fait travailler la majorité de votre capital dès le début à 10, 20, 30, 40% par an, vous avez mis que 10% qui a gagné 10, 20, 30% par an, puis ensuite 10%, puis ensuite 10%. Donc vous n'avez absolument pas utilisé la force de frappe que vous aviez. Et en plus, à la fin, les 700 euros que vous mettez n'ont pas du tout la même force que les 700 euros. Donc ça revient à vous asphyxier peu à peu et injecter de moins en moins dans l'entreprise de croissance. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument injecter tout dans une entreprise de croissance et que ça vaut mieux que le dividende. C'est juste que mettre dans une société qui va progressivement décliner, en vous faisant manger avec les impôts, pour progressivement les mettre dans une entreprise de croissance qui, elle, justement, a l'avantage de croître à une vitesse phénoménale et tant que vous ne retirez pas votre argent de ne pas être imposé, eh bien, vous faites exactement ce qu'il ne faut pas faire. Car pour un petit capital, le but est de grossir très très vite pour pouvoir en vivre ou vous faire plaisir. C'est complètement différent d'un énorme capital. Quand vous avez un énorme capital, on va dire par exemple 10 millions, on va se dire 10 millions et plus. Si vous avez 10 millions, oui, effectivement, il peut être intéressant de mettre 10 millions dans des entreprises à dividendes qui, elles, vont vous reverser peut-être 1 million par an. Allez, admettons. Et sur ce million, effectivement, vous vivez avec 300 000 euros. Donc, vous vivez relativement confortablement bien. 300 000 euros. Et avec donc les 700 000 euros qui restent, alors on ne va pas compter les impôts, mais on pourrait dire que sur les 700 000, il n'en reste plus 700, il en reste peut-être 400 ou 300. Mettons 400. Sur les 400 000 euros qui restent, oui, vous les réinvestissez sur ou des autres sociétés à dividendes pour que ça fasse encore des petits, ou vous les réinvestissez dans la fameuse société qui vous verse déjà les dividendes, ou vous les investissez dans une société de croissance pour faire grossir votre capital, le léguer à vos enfants, vous faire un plaisir dans 10, 20 ans, vous achetez une magnifique villa ou les donner à vos enfants, petits-enfants, peu importe. Mais là, vous pouvez en vivre immédiatement sur les 300 000 et le fait que les 400 000 soient en partie mangés par les impôts sur une société de croissance ou deux qui vont peut-être faire faillite ou qui vont peut-être mettre longtemps parce qu'elles vont descendre pendant des années et redécoller très fortement par la suite, cela vous impacte peu puisque vous vivez avec ces 300 000 euros. Alors que dans l'autre sens, avoir un petit portefeuille qui donc doit croître vite, qui doit avoir le minimum de frottement possible, donc le minimum d'impôts possible, le minimum de prélèvements, le minimum de gaspillage si on peut dire, puisque le dividende est un gaspillage au point de vue de la société. Elle sort l'argent de ses comptes pour le verser dans vos poches à vous. Quand la société, si je me remets ici, quand la société, on va refaire le graphique puisque ici ça devient du Picasso, quand la société gagne là, ici, et que le vrai bénéfice est là, l'argent qui vous est versé en dividende est directement prélevé là-dessus. C'est-à-dire que si par exemple elle prend une grosse partie, mettons 70% des bénéfices, s'il y avait ici 10 millions dans la société, elle fait immédiatement moins 7 et il ne reste plus que 3. Elle a réellement perdu 7 millions à vous les donner à vous en dividende. Et vous allez ou les réinvestir, mais en passant par la case impôt, ou vous allez les dépenser et donc vous achetez par exemple des vêtements, un iPhone, peu importe. Mais la société n'a plus les 7 millions. Elle joue maintenant avec 3 millions. Donc elle s'est fait amputer sa croissance parce que si elle devait racheter un concurrent, elle rachète un plus petit concurrent ou s'il n'y en a pas en dessous de 5 millions, elle ne peut pas. Si elle voulait racheter ses propres actions, elle en rachètera beaucoup moins. Si elle voulait grignoter des parts de marché ou réinvestir dans des serveurs, peu importe, dans une nouvelle usine, elle ne peut acheter que pour 3 millions et non plus 10 comme avant. Donc c'est un frein délibéré à sa croissance à elle, ce qui n'est pas une mauvaise chose si jamais elle est en fin de vie, il ne faut pas non plus s'obstiner, mais il faut bien avoir conscience que le but d'un petit portefeuille est d'éliminer au maximum tous les freins. Et le fait de se tirer une balle dans le pied et d'enlever 7 millions chaque année, c'est un frein. Si en plus sur ces 7 millions, vous faites manger encore 30%
Donc, en plus, la société perd 7 millions, mais vous ne touchez même pas 7 millions, vous touchez 7 millions moins 30%, encore un frein. Et ces millions qui vous restent, vous les réinjectez dans une autre entreprise, goutte à goutte, petit à petit, et du coup, vous perdez en puissance, en force de frappe, parce que cet argent aurait pu travailler à 10, 20, 30% par an pendant de nombreuses années. Pour l'exemple, je vous ai mis ici un tableau, l'un où on met une colonne où on met 10 000 euros cash et une autre où on met 10 000 euros sur 10 ans. À chaque fois, j'ai mis un rendement de 1,08, donc c'est environ 8%, donc ce qu'on peut espérer en bourse entre 8 et 10%, admettons 8%. Ici, on met 10 000 et quand je mets la formule, on fait 10 000 fois le rendement qui est là. Une fois que c'est fait, les autres années, on se fait à mettre le rendement d'au-dessus, enfin le chiffre qu'il y avait au-dessus, fois le rendement, puisque maintenant ce n'est plus 10 000, mais bien 10 800 qui travaillent à 1,08, etc., etc. Quand on se met ici, c'est bien les 11 664 qui travaillent aussi à 8%, etc., etc. On comprend tout de suite que déjà, si on met 1000, plus 2000, plus 3000, plus, etc., au fur et à mesure des années, là, on n'a que 1000 euros qui travaillent. Ici, on a tout de suite 10 000. Quand les 10 000 ont donné 11 664 l'année d'après, les 11 664, c'est eux, les 11 000 entiers, qui travaillent à 8%. Alors qu'ici, par exemple, donc je vous montre ici, on a mis 1000 fois le rendement qui est là. L'année d'après, on fait le rendement, donc le chiffre qui est ici, fois le rendement plus 1000 euros qu'on vient de déposer. L'année d'après, c'est encore la même chose. C'est celui d'avant, les 2000 et quelques, les 1000 qui sont devenus 2166 avec l'ajout des 1000 euros qui travaillent à 8%, plus on rajoute 1000, etc. etc. Et on avait 1000 de départ, on rajoute 1000, ça nous fait 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 et 10 000. À la fin, on a bien mis 10 000 euros en bourse en petite coupure de 1000 et ici 10 000 en une fois. On voit que c'est sans appel, on a bien 14 000 contre 21 000, mais admettons qu'à partir de là, on tire et on continue sur plusieurs années. Et ici, on va juste mettre égal celle qui est au-dessus fois les 1,08. On fixe la ligne et on n'ajoute plus du tout 1000 euros puisqu'on n'en a plus. On avait 10 000, on n'en a pas de plus. On les ajoute et on voit bien qu'au bout de plusieurs années, on est passé de 27 à 39. Donc, on aurait pu gagner 12 000 euros de plus en les mettant dès le premier jour. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps mettre 10 000 euros cash. On peut rentrer en 2-3 fois si on veut assurer le coup. Mais investir dans les sociétés à dividendes pour finalement mettre 1000 euros par 1000 euros, ça fait qu'à la fin, eh bien, on a un écart phénoménal. Et si on admettait qu'à partir d'ici, on avait conservé les 1000 euros qu'on rajoute à chaque fois, puisque ce sont des actions à dividendes qu'on a à chaque fois, si on valide et qu'on tire vers le bas, on ajoute, on arrive effectivement quasiment à la même manière, mais c'est encore en dessous. Et surtout, la différence, c'est qu'ici, on a pris 1000 parce qu'on a considéré qu'il n'y avait pas d'impôt et on a considéré que la société a versé un dividende, elle pouvait continuer à verser un dividende de 1000 euros pendant de nombreuses années. Or, une société qui est déjà sur le déclin ou qui donne quasiment tout ce qu'elle gagne en dividende, ce n'est pas certain que le dividende ne diminue pas ou ne soit pas coupé une année. Et admettons maintenant, si on veut prendre, parce qu'on a pris un profil ici qui était avantageux, où on n'a pas d'impôt et qu'on continue à verser 1000 euros à chaque année, tout simplement parce qu'on considère que la société ne bouge pas et qu'elle continue à verser 1000 euros. Sauf que l'idée était de mettre sur des sociétés à croissance. Et si, au lieu de 8%, on changeait et qu'on mettait par exemple du 20% pour une société de croissance, on voit bien que la différence est sans appel. On a bien 266 000 contre 132 000. Tout simplement parce que ces 20% de croissance ont travaillé à chaque fois ici sur le capital total, alors qu'ici, au bout de l'année 3 ou 4, on était encore à 5 000 euros. Ici, on était déjà à 20 000. Donc l'année d'après, ce sont les 20 000 qui ont travaillé à 20%, alors qu'ici, ce n'était que 5 000. Et on a beau ajouter 1 000 euros à chaque fois, on voit bien que même depuis cette année-là, je crois que c'est par ici, on continue d'ajouter 1 000 euros, donc on a injecté en tout, au total, plus que 10 000 euros. Mais on voit bien que ça ne suffit pas à rattraper, tout simplement parce qu'on a une croissance phénoménale et qu'il fallait dès le début. Et évidemment, les chiffres deviennent de plus en plus idiots, plus on augmente la croissance. Quand on met du 30% de croissance, alors évidemment là, 30% de croissance sur 15 ou 20 ans, c'est très difficile à tenir, mais on voit bien quand même que les chiffres, c'est sans appel. On est à 400 000 contre 1,1 million. Et donc, pourquoi on a un tel écart? Tout simplement parce que, comme on l'a dit au début, on a un petit portefeuille et le but est d'avoir la meilleure croissance de capital avec le minimum de freins. Si vous injectez donc tout cash
avec le minimum de frottement, le minimum d'impôts, le minimum de redistribution via un dividende, etc., mais que c'est bien 100% du capital investi qui travaille chaque année à une croissance relativement importante, alors vous avez des résultats qui sont phénoménaux comparés aux freins. Et encore, on n'a pas compté les impôts, puisque si on mettait au lieu de 1000, on mettait 700, le chiffre serait encore plus bas, tout simplement parce que ici, on aurait 300 € de manque à gagner qui n'auraient pas travaillé pendant 15 ans. On a donc une stratégie ici qui consiste à dire que quand vous êtes petit, vous cherchez l'efficacité, l'efficience, peu importe comment vous l'appelez, l'efficacité, ça veut dire que vous devez avoir le minimum de frottement possible et que la totalité de votre patrimoine doit travailler. Attention, ça ne veut pas dire que vous devez mettre tapis en bourse, ça veut juste dire que sur l'argent que vous avez décidé de mettre en bourse, elle doit travailler au maximum du rendement qu'elle puisse. Attention également, ça ne veut pas dire qu'il faut aller le mettre sur les entreprises qui ont la plus forte croissance de toutes les sociétés cotées du monde. Si elles font une énorme croissance pendant 3 ans et qu'après elles se crachent ou elles ferment boutique ou peu importe, ce n'est pas viable non plus. Mais il faut avoir le maximum de croissance et pendant un maximum de temps pour justement faire travailler la boule de neige, la fameuse boule de neige de Warren Buffett, c'est exactement ça. Alors que si derrière on a un grand patrimoine, oui, l'objectif peut être d'avoir une société à dividendes pour cumuler 2 choses. Un, le patrimoine et donc la vie, pouvoir réussir à en vivre et être serein. Et justement, effectivement, le fait d'acquérir des parts de sociétés donc, qui vont pouvoir vous reverser des dividendes à vie, ça vous permet de réinjecter tranquillement pour aussi faire grossir le patrimoine. Et peu importe si ici vous cramez tout en soirée, vacances, bouteilles de champagne, voiture, peu importe, comme vous avez une petite partie que vous allouez qui peut, elle, être injectée dans des sociétés de croissance ou même d'autres sociétés à dividendes pour continuer à avoir encore plus de dividendes. Mais ce n'est pas du tout la même stratégie. Là, c'est quand vous avez déjà un grand portefeuille. Et alors que le petit, l'objectif est de grossir vite, d'avoir le minimum de freins et d'avoir la meilleure croissance. Voilà, on a un peu fait de Picasso aujourd'hui et ce sont des concepts qui sont très théoriques, mais j'espère vous avoir aidé parce qu'il faut vraiment intégrer ça. Beaucoup de gens ont le rêve du dividende, c'est vrai, c'est magnifique de pouvoir acheter une part de propriété, une action qui, tant que vous la détenez, donc en théorie à vie, si vous voulez justement faire ce genre de stratégie, vous versera des dividendes à vie également. C'est sexy sur le papier, le problème étant que vous grévez votre performance, vous ne faites pas travailler votre capital à 100%, vous avez des frottements, qu'il ce soit des impôts, que ce soit aussi des frais de transaction, puisque quand vous récupérez des dividendes et que vous devez les réinjecter, vous avez également des frais de transaction. Bref, vous avez pas mal de petites choses qui viennent freiner. Et bien souvent, les investisseurs là qui sont sur cette chaîne sont des investisseurs avec un petit capital et donc ils sont quasiment tous concernés par le fait de vouloir faire grossir le capital, surtout si c'est pour ne pas en vivre maintenant, tout de suite, immédiatement. J'espère que vous retiendrez cette théorie-là, tout simplement parce que au début, beaucoup de gens, beaucoup de vidéos nous l'expliquent et quand on est débutant, on s'en fiche un petit peu, on se dit oui, mais non, moi je veux des dividendes, je veux avoir l'argent concrètement qui tombe sur mon compte et ce n'est que bien plus tard, certains au bout de quelques mois, d'autres au bout de plusieurs années, qui comprennent qu'effectivement, le fait d'avoir eu un grignotage du capital, c'était une énorme erreur et qu'on s'est privé d'une performance phénoménale pendant plusieurs années. Et comme vous l'avez vu sur le tableau, plusieurs années, ça peut énormément jouer dans la balance. Si vous avez pris les bons réflexes dès le début, l'argent va travailler dès le début. Et comme vous l'avez déjà entendu le dire, les intérêts composés, c'est la 8e merveille du monde, ou encore l'effet boule de neige. Bref, tous ces concepts veulent dire la même chose, c'est faites travailler l'argent au maximum de sa capacité et un maximum de temps. Et vous l'avez vu sur le tableau, ça change absolument tout au bout de 10 ou 15 ans. Imaginez au bout de 20 ou 30 ans. Faites des simulations sur Internet, tapez intérêt composé calculatrice. Vous allez voir, plus vous mettez longtemps, passez de 20 ans à 30 ans ou de 30 ans à 40 ans ou même de 40 ans à 50 ans, vous allez voir, ça change absolument tout. Tout simplement parce que quand à la fin, au bout de 30 ans, vous avez 400 000 euros, si vous avez 400 000 euros qui travaillent encore à 10 ou 20%, ça vous donne par année un capital qui est phénoménal. Et c'est justement à ce moment-là que vous pouvez vous dire, est-ce que je ne me garderai pas une petite partie pour moi pour vivre et ensuite continuer à faire grossir le reste. Évidemment, si vous avez un patrimoine bien plus important, vous pouvez partir directement sur la stratégie des grands portefeuilles, mais il faut bien comprendre que la bourse n'est absolument pas faite pour s'enrichir en 3 ou 4 ans en faisant 2 ou 3 gros coups. C'est un long chemin fastidieux et, comme Warren Buffett l'a dit également, la bourse, c'est l'endroit où l'argent des gens impatients va dans la poche des gens patients. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!